14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et ce n'est pas le moment de faire la sieste puisque nous allons parler du sommeil, donc restez bien éveillés. La nuit porte conseil. J'ai toujours aimé cette formule et je reconnais que c'est assez juste, à condition toutefois de savoir s'endormir tranquillement, comme si, durant notre sommeil, notre psychisme travaillait pour remettre un peu tout d'aplomb. Eh bien, le sommeil, on va l'évoquer justement aujourd'hui en compagnie de Sylvie Royan-Parola, qui est spécialiste du sommeil et qui vient de sortir un livre, Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob. Et en effet, on va voir que dormir, c'est très très bon pour la santé. En tout cas, elle pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le sommeil, comme par exemple, comment savoir si vous dormez suffisamment et si vous dormez au bon moment. Est-ce qu'il faut justement faire des siestes? Quel est le nombre d'heures durant lesquelles il faut dormir? On va peut-être aussi pouvoir parler de cette fameuse heure fatale, c'est-à-dire l'heure où il y a le plus de décès. Et nous pourrons également évoquer les dangers du manque de sommeil, notamment pour les ados qui sont de plus en plus accros à leur smartphone. Et puis, pourquoi pas, on pourrait aussi évoquer les rêves, les cauchemars, enfin bref. On va rester bien éveillés pendant ces 2 heures et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. En programme également, notre devise du jour, pourquoi l'agressivité se déclenche. En Love Conseil, on parlera des besoins et des envies. En Sexo Conseil, on parlera du préservatif qui craque. Et notre débat du jour, est-ce que dormir seul est plus bénéfique pour notre sommeil? Bonjour Sylvie Royan-Parola, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychiatre et médecin du sommeil et en effet assez pionnière dans ce domaine. Aujourd'hui, on le sait, dormir c'est bon pour la santé et ça c'est peut-être la première chose qui est importante à dire. Ah oui, le sommeil c'est totalement indispensable. Enfin, c'est-à-dire que c'est un besoin essentiel. L'homme éveillé, il n'existe pas s'il n'y a pas l'homme endormi. Donc, l'homme endormi, ça va être celui qui va réparer, celui qui va traiter l'information, celui qui va réguler les hormones, réguler donc le poids, réguler l'humeur. Enfin, vous voyez, il y a tout cet aspect complémentaire du sommeil. C'est plus qu'une fonction, c'est tout un ensemble de fonctions qui nécessitent un état particulier. Ce qui voudrait dire que finalement, quand on est éveillé, on fait plus de dégâts dans notre organisme et c'est pour ça qu'on a besoin de certains nombres d'heures pour que tout ça se repose tranquillement. Absolument. Nous sommes des individus de chair et de sang qui dépensons une certaine énergie pour se recharger. C'est nécessairement par le sommeil que ça passe. Est-ce qu'on a des sondages? Combien de personnes ont des problèmes d'insomnie ou en tout cas des problèmes pour bien dormir? Alors l'insomnie, ça touche, c'est la pathologie la plus fréquente au niveau du sommeil et chacun peut avoir des problèmes d'insomnie. Il y a à peu près 30 à 50% des gens qui vont avoir des insomnies par période. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et vous avez dans les insomnies chroniques, c'est-à-dire au moins 3 nuits par semaine et pendant plus de 3 mois, là ça va descendre autour de 10-15%, avec vraiment un noyau dur d'insomnie sévère autour de 10% de la population, ce qui est beaucoup aussi. Et est-ce que c'est un mal moderne ou est-ce que ça a toujours été comme ça ? Alors, l'insomnie a sûrement évolué, changé de visage, si je puis dire, depuis la nuit des temps, mais probablement la préoccupation du sommeil et de mal dormir est une préoccupation très ancienne. Je suppose que l'homme préhistorique, il devait aussi faire des insomnies. Et en tout cas, chez les Grecs, chez toutes les civilisations anciennes, on a des témoignages avec des recherches de produits pour dormir. À l'époque, on n'avait pas grand-chose, mais c'était beaucoup de la morphine, en fait, qui était utilisée. Donc, oui, c'est une préoccupation très ancienne. Un de vos collègues, Patrick Lemoine, d'ailleurs, est assez contre tout ce qui est somnifère. Quel est votre avis, vous, Sylvie Royan-Parola ? Je pense que les somnifères, c'est pas une solution à terme de l'insomnie. Ça peut, à certains moments, permettre à des gens de passer des caps difficiles, notamment quand il y a des dépressions ou quand il y a des événements de vie qui sont extrêmement lourds. Ça va permettre pendant quelques semaines, à la limite quelques mois, de passer une étape.
Mais dans le traitement de l'insomnie chronique, en tout cas, ce n'est pas du tout le traitement de référence. On aura certainement des appels, je crois d'ailleurs que c'est le problème d'Élise qui déjà nous a appelés. Donc on verra au cas par cas, plutôt que de rester sur ce thème-là. Combien d'heures en général il faut dormir ? Alors la moyenne c'est entre 7 et 8 heures, mais ça veut pas dire grand-chose parce que vous avez des courts dormeurs et des longs dormeurs. Et un long dormeur qui aura besoin vraiment de 11 heures par nuit, ce qui est quand même beaucoup, s'il ne dort que 8 heures, il sera en privation de sommeil. Ça paraît paradoxal. Mais vous dites dans votre livre que trop dormir, c'est pas bon non plus. Non, par rapport à son besoin à soi. D'accord. Si on dort plus, en fait, on est moins bien. Et aussi sur le plan épidémiologique, on a vu qu'il y a vraiment 2 types de populations à risque. Mais c'est des études statistiques, donc c'est compliqué, mais si on dort trop peu ou si on dort trop, on est plus à risque en termes de maladies et de mortalité. De cardio notamment. Hein. Notamment cardio, oui. Mais comment on sait combien d'heures on a besoin de dormir ? Si on se met dans des situations un peu plus idéales, c'est-à-dire en vacances, tranquille, sans stress, on va dormir plus longtemps. Généralement, en vacances, on dort 1h30, 2 heures de plus que son temps de sommeil normal. Et donc si on se laisse vraiment aller, on voit quel est le temps maximal que l'on pourrait avoir, et là-dessus on enlève 1h30 ou 2 heures et on a son temps optimal en période de travail. D'accord, bon ça c'est déjà une très très bonne information. Et alors dans votre livre vous parlez des heures les plus fatidiques et c'est vrai, on le sait si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe dans les hôpitaux, les heures fatales c'est tôt le matin. Oui, la fin de la nuit, dernière partie de la nuit, c'est un moment qui est effectivement plus à risque sur le plan de passer de l'autre côté, de pas se réveiller encore, et de pas se réveiller, avec effectivement beaucoup de troubles plus cardiaques, de type cardiaque à ce moment-là. Et comment on explique ça ? Troubles du rythme. Parce que pendant cette période-là, il y a ce qu'on appelle beaucoup de sommeil paradoxal. Et le sommeil paradoxal est naturellement, si on fait des enregistrements chez des sujets comme vous ou moi, enfin qui dorment bien, eh bien on va voir des irrégularités de la respiration, des irrégularités du cœur, des phénomènes de vasoconstriction, etc. Donc c'est beaucoup plus chamboulant, si vous c'est à risque, dire. Oui. Voilà, c'est à risque sur le plan cardiovasculaire notamment. Et alors, dernière question avant de donner la parole à tous ceux qui ont certainement beaucoup de questions à vous poser aussi, Sylvie Royan-Parola. Alors, le grand débat dans une émission, où on parle beaucoup de couple, d'amour, de sexe, c'est mieux de dormir seul ou de dormir à deux pour le sommeil ? Alors, il y a plusieurs travaux qui montrent que le sommeil est plutôt de meilleure qualité quand on dort seul. Maintenant, il y a des personnes qui sont vraiment rassurées en termes de sécurité, je dirais. La présence de l'autre peut être très très apaisante. Donc je pense qu'on n'a pas encore assez de données pour pouvoir trancher sur le plan scientifique, et je pense que non. Mais enfin ça dépend peut-être si on dort avec un ronfleur, un insomniaque. Il y a plein de facteurs qui interviennent. Si la personne bouge beaucoup, a des mouvements, il y a des pathologies où les gens ont des secousses des bras et des jambes tout au long de la nuit, et dormir à côté est un vrai calvaire. Le ronflement est un autre problème. Vous avez des gens qui ont très chaud la nuit, donc qui n'arrêtent pas d'enlever les couvertures. Alors que d'autres sont frileux. Ça enlève les couvertures de l'autre aussi, soit l'autre se retrouve tout nu, et du coup ça va pas non plus. Donc c'est toute une question un vrai de bon débat sens aussi, en tout cas. Et peut-être que ça peut intéresser certaines personnes qui ont besoin de réponses. Vous pouvez nous rejoindre en tout cas à 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le sommeil avec Sylvie Royan-Parola qui a sorti cet ouvrage où vous avez beaucoup de réponses. Ça s'appelle Notre sommeil, une urgence absolue. C'est aux éditions Odile Jacob. Élise, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie, je crois. Sylvie, oui, absolument. Bonjour. Bonjour.
Je trouve que votre sujet, il est super génial parce que moi, ça fait des dizaines d'années que le sommeil, entre guillemets, normal, même si on ne peut pas trop utiliser ce mot-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai toujours, depuis, allez, on va dire, une quarantaine d'années, hein, donc ça, c'est quand même quelque chose qui dure. Je n'ai pas du tout de sommeil qui me fait du bien. Et après, pendant les 20 dernières années, donc sur les 40, il y a eu 20 années pendant lesquelles, peut-être pas 20, mais 15, pendant lesquelles j'ai pris des traitements pour dormir, des traitements pour tenir la journée. Donc j'ai été médicamentée par obligation. Hein. Je ne remets pas en cause ce qui m'a été prescrit. Mais néanmoins, aujourd'hui, à l'aube de mes 60 ans, eh bien, je ne sais pas ce que c'est que de bien dormir. Aujourd'hui, alors j'ai des phases où des fois je m'endors bien, puis après je vais me réveiller 3 fois la nuit. Et là, depuis quelques semaines, j'ai du mal à m'endormir, mais je me réveille aussi la nuit. Donc je ne sais jamais quand est-ce que je peux. Je n'ai pas trouvé le moyen d'être bien. J'ai essayé des plantes, j'ai essayé Franchement, j'ai essayé beaucoup de choses. Alors, je vis avec, puisque en fait, c'est ma vie, c'est ma façon de survivre à ce manque, ce mauvais sommeil. Je ne sais pas si c'est les bons mots, mais enfin. Mais quand vous vous réveillez, vous n'arrivez pas à vous rendormir parce que vous mettez à penser. Vous faites des insomnies quand vous vous réveillez, en fait, pour essayer de comprendre. Oui. Alors, je sais que la solution n'est peut-être pas la meilleure, mais j'avoue que depuis une dizaine d'années, j'ai trouvé une solution par la télé. Donc, qui s'éteint qui me regarde de dormir au bout d'un moment et qui s'éteint. J'ai programmé pour qu'elle puisse s'éteindre quand je ne touche plus la zapette, là. Mais effectivement, dès que je me réveille, clac, je me remets la télé pour pouvoir me rendormir, justement, pour m'éviter de penser. Mm. Et c'est un peu mon hypnotiseur à domicile, si je puis dire. Alors, c'est compliqué parce que effectivement vous avez un mauvais sommeil depuis toujours, si je puis dire. Donc il y a sûrement eu des tas de facteurs qui sont intervenus. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites sur la télé. Parce que, en fait, on ne peut s'endormir que quand il y a une succession de rituels qui font que on va arriver à déclencher les signaux de sommeil. Et du coup, la plupart des gens, c'est se laver les dents, se mettre en pyjama, tirer les rideaux, aller se coucher, enfin quelque chose dans le genre. Mais maintenant, on voit beaucoup plus regarder la télé, regarder son téléphone, etc. Et à partir du moment où on instaure ce genre de rituel, le cerveau, après, il est programmé pour que la séquence se fasse dans cet ordre-là. Donc, ça veut dire que si vous vous réveillez la nuit, vous êtes nécessairement obligé de remettre la télé pour pouvoir vous endormir. Oui. Et en fait, il y a tout un travail qu'il faut faire qui est de pouvoir arriver à se réapprendre, à redormir sans tous ces facteurs qui accompagnent, mais aussi qui perturbent le sommeil. Parce que quand vous vous endormez avec la télé en arrière-fond, vous allez avoir nécessairement un sommeil plus léger, moins récupérateur. Donc on voit que finalement on prend de telles mauvaises habitudes. Parce que la lumière, de toute façon, que donne la télé est négative pour le sommeil. Hein, Oui, et puis il y a le son. Oui, le son le son, vous continuez à l'entendre la nuit, donc ça diminue la profondeur du sommeil. Donc on voit bien que quand on prend en charge les patients insomniaques comme vous, madame, en fait c'est une vraie enquête où on cherche, on piste toutes les habitudes au moment du coucher, au moment du lever. Et aussi un autre élément qui est souvent associé à l'insomnie chronique, c'est que quand on dort mal la nuit, du coup le matin, même si on se réveille, on se dit je vais essayer de redormir encore un peu. Et donc on va changer ses horaires de lever. On va se lever un peu plus tard, donc avoir des horaires de sommeil qui vont être irrégulières. Et si c'est comme ça, à un moment donné, au lieu finalement d'être un facteur positif, ça va être un facteur déstructurant du sommeil. Donc il y a beaucoup de choses en fait à corriger pour pouvoir retrouver un sommeil qui soit correct. Et souvent, dans mon expérience, les gens justement à la retraite,
quand ils n'ont plus cette activité professionnelle qui est quand même généralement un peu stressante, même si c'est pas des métiers super stressants, on voit des gens à la retraite qui retrouvent un sommeil qui est plus acceptable que ce qu'ils n'avaient avant. Plus régulier. Donc ce que vous conseillez finalement à Élise, c'est de s'obliger pendant quelque temps à essayer de s'endormir sans la télé. Peut-être que ça va être difficile un certain temps, mais si elle tient bon, ça peut peut-être remettre un peu plus... Et de s'accorder que 7 heures au lit, se coucher, je sais pas, entre minuit et 7 heures par exemple, ou 11 heures et 6 heures, donc associer une restriction du temps passé au lit aussi, et une grande régularité. C'est comme quand on fait un régime, au début c'est difficile, et puis au bout de 3 semaines, ça commence à se régulariser, et après on peut de nouveau reprendre une certaine souplesse dans les habitudes, mais après avoir consolidé, disons, une quantité de sommeil et une qualité de sommeil correcte. Oui, c'est vrai que c'est l'idéal, hein, mais ça m'angoisse terriblement. Là, je vais chez une amie ce week-end. Bien, je sais que c'est un problème, donc je prends mon téléphone, la nuit, je ne prends pas mon téléphone, mais là, je prendrai mon téléphone pour écouter des émissions. La vôtre, d'ailleurs, Brigitte. Oui, mais... c'est vrai, non, mais c'est... Non, mais alors, attendez, vous dites quelque chose d'important, Élise. Vous dites que ça vous angoisse. Qu'est-ce qui vous angoisse, en fait ? De ne pas réussir à vous endormir, c'est ça ? Eh bien, en fait, très honnêtement, je ne saurais pas répondre à votre question. C'est peut-être cette question-là qui me semble importante, non ? Mais vous avez jamais consulté pour cela ? Enfin, à part en parler, j'imagine, à votre médecin généraliste. Oui. Mais vous n'avez pas demandé à votre médecin généraliste de vous adresser dans une consultation pour troubles du sommeil ? Non, personne ne me l'a jamais proposé. Alors ça, c'est intéressant parce que vous avez en fait une personne sur 2 qui a des insomnies sévères qui ne consulte jamais pour ça. Et bien souvent, quand c'est auprès du médecin généraliste, on va voir le médecin généraliste pour quelque chose d'autre, et à la fin de la consultation, on lui dit « Ah tiens, à propos, je dors pas bien, vous pourriez me donner quelque chose ?» Du coup, ça squeeze complètement toute discussion et toute capacité à modifier les choses. Parce qu'il me semble que cette angoisse dont vous parlez, et qui semble vraiment très importante, elle est à l'origine de ce problème. Donc peut-être qu'en mettant un mot sur cette angoisse, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être la peur de ne pas se réveiller, ça peut être un traumatisme, ça peut être... Enfin, je ne sais pas, Sylvie Royan, je ne veux pas parler à votre place, mais ça peut peut-être aider Élise à avancer, en tout cas. De toute manière, c'est vraiment quand on est dans cette situation-là, par rapport à soi, effectivement, il y a besoin d'une interrogation sur ce qui se passe, et le médecin qui est en face, c'est une vraie enquête. On cherche à évaluer tous les éléments pour voir qu'est-ce qui est le facteur qui a provoqué, quel est le facteur d'entretien, qu'est-ce qui reste sur le plan psychologique. Évidemment, tout ce qui va être anxiété et dépression va énormément interférer avec le sommeil. Tous les événements de vie, enfin tout intervient dans le sommeil. Merci Élise, en tout cas, merci beaucoup. On va se quitter, puis on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler des besoins et des envies. Manque de sommeil, sommeil fragmenté ou insomnie, nous en parlons aujourd'hui avec notre invitée Sylvie Royan-Parola, psychiatre spécialiste du sommeil. Venez nous dire comment vous dormez. Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sylvie Royan-Parola, on va parler des besoins et des envies. Alors, on parle toujours des besoins sexuels des hommes. Je sais que c'est pas l'avis de tous les thérapeutes. Néanmoins, il est peut-être important toujours de définir de quoi on parle quand on parle de besoins et d'envies. Ça permet d'éviter des conflits dans les couples au sujet des relations sexuelles. Alors, je vais vous prendre un petit exemple. On a envie de chocolat. Et si, par exemple, il est 8h du soir, qu'on a zappé le déjeuner de midi, notre envie, j'ai envie de dire, c'est presque un besoin de calmer une faim. Hein. Alors, on n'est pas obligé de prendre du chocolat, mais si c'est ça qui nous fait envie, pourquoi pas? Et on peut parler à la fois d'un besoin et d'une envie d'avaler quelque chose. Et alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que pour moi, l'envie sexuelle, ça peut devenir aussi un besoin lorsqu'elle est particulièrement forte. Ça peut même être très envahissant. Alors, bien sûr, il reste toujours la masturbation
masturbation, mais si l'envie sexuelle c'est un besoin d'appartenance, un besoin de se sentir aimé, on voit bien que là la masturbation ne peut pallier ce besoin. Alors je crois que c'est vraiment important de communiquer ensemble sur cette notion de besoin et d'envie, parce que derrière une envie, il peut se cacher justement ce besoin annexe, ce besoin de se sentir encore désiré, etc. Et puis derrière un besoin se cache aussi parfois une peur. Le besoin sexuel de certains hommes, c'est la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez viril. Donc ne partons pas du principe que les hommes n'ont pas de besoin sexuel, comme les femmes d'ailleurs, parce que c'est peut-être nier un petit peu ce qui peut être essentiel chez un être humain, c'est-à-dire se sentir exister dans les yeux de l'autre. Sylvie Royan-Parola, on continue avec Laurence qui nous appelle et qui visiblement a aussi des petits problèmes de sommeil. Bonjour Laurence. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors vous, c'est depuis que vous avez vos enfants que vous n'avez pas beaucoup de nuits complètes ? Pas du tout. J'ai pas souvenir depuis que j'ai eu mes enfants qui ont quand même 23 et 24 ans. Oui. J'ai pas souvenir d'une nuit entière. D'accord. Et j'allais presque dire d'une nuit reposante. Oui. Bon, ça c'est effectivement souvent dans l'insomnie, il y a un terrain prédisposant. Tout le monde ne va pas faire des insomnies. Et après, il y a des facteurs déclenchants. Et chez la femme, le fait d'avoir des enfants, enfin la naissance des enfants et la suite, va être souvent le début de l'entrée dans une insomnie chronique. Paradoxalement, mes enfants ont fait leur nuit rapidement. Mais malgré ça, je me réveillais quand même pour me demander pourquoi ils ne s'étaient pas réveillés. Vous étiez inquiète justement qu'ils fassent leur nuit. Oui, mais c'est la responsabilité des parents. Je regardais. Et en fait, quand ils étaient petits, ça a été ça. Ensuite, quand ils ont été ados, ça a été est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils ne sont pas rentrés. Et puis en fait, depuis, je n'arrive pas à faire une nuit complète. Ils sont partis du domicile conjugal aujourd'hui ? Ils sont partis, oui. Donc on a l'impression dans le cas de Laurence, Sylvie Royan-Parola, que finalement les choses se sont inscrites dans son organisme et que de toute façon maintenant dormir une nuit totale complète c'est plus possible, quoi. Et dans l'insomnie, il y a quelque chose qui est de l'ordre de rester en sentinelle en fait. C'est-à-dire qu'on reste, on veille sur les autres. La tour de contrôle est toujours là. Voilà, la tour de contrôle s'assure que tout va bien. Et du coup, il y a sûrement un rôle, enfin il y avait un rôle, en tout cas quand on était encore, on vivait en tribu, dans des endroits où on était en danger, le fait qu'il y ait des sentinelles, et qu'il y en ait certains qui restent à ne pas dormir, c'était très très important. Bien sûr, dans notre appartement ou notre maison actuellement, c'est pas tellement l'objet, mais ça reste quelque chose qui est marqué chez certaines personnes. Et vous êtes probablement quelqu'un qui avait, par rapport à la nuit, par rapport à ce que ça représente comme danger, par rapport à l'expérience aussi qui a un peu ancré les choses, vous restez dans un niveau d'éveil important. Et là, il y a des techniques qui sont des techniques plutôt de relaxation, de méditation, qui permettent aussi de reprendre un peu le contrôle de ce côté un peu animal qui est en nous et qui reste trop marqué, là pour vous en tout cas. Quand mes enfants étaient adolescents et à la maison, ça leur arrivait quasiment tous les week-ends, qui m'appellent à 3-4 heures du matin, et je répondais à la première sonnerie comme si j'étais réveillée. Pour eux, c'était naturel que je sois en veille. Ils m'appelaient pour me dire un tel a eu ça, elle vient me chercher pour ça. C'était presque naturel pour eux que je sois pas endormie comme eux, quoi, que je veille tant qu'ils n'étaient pas rentrés. Oui, mais vous avez laissé faire. Vous auriez pu. Vous avez laissé le message que c'était possible quand même, parce que sinon. Leur père me disait ah bon, tu t'es réveillée cette nuit ? Oui, je me suis réveillée cette nuit. Enfin, lui par contre, ça l'a jamais perturbé.
Tant mieux, parce qu'au moins... Oui, il y en avait au moins un des deux qui était... Il y en a au moins des deux. dormait. Et puis que vos insomnies ne l'empêchent pas de dormir aussi, parce que parfois, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais vous avez essayé de faire quelque chose depuis, ou bien vous vous êtes habitué à ça? Je m'y suis habituée, alors j'essaie de me forcer à ne pas prendre mon téléphone et à pas regarder des vidéos, parce que quand je fais ça, ça peut durer 2-3 heures. Alors j'essaie de me forcer, mais certaines fois je sens que j'y arrive pas, donc je me rassois, je rallume et je m'occupe parce que je sens que la nuit va être blanche, quoi, donc c'est pas la peine, je n'insiste pas. En faisant ça, vous entretenez bien votre insomnie, clairement. Si vous voulez, en fait, il faudrait vraiment décrocher de votre téléphone. En plus, le téléphone, s'il est à côté de votre tête, il y a nécessairement des notifications. Donc ça aussi, ça augmente les alertes au sens propre. Et là, il faudrait vraiment faire un sevrage de téléphone pour pouvoir trouver un sommeil plus calme. Si vous avez quelque chose qui n'arrête pas de vous titiller toute la nuit, et le téléphone fait ça en quelque sorte, ça va pas être possible. Là, vous aurez toujours... vous renforcerez cette capacité à être sur le mode de veille et réactive à tout moment. Ouais. Pour dormir, c'est pas possible. J'ai du mal à me dire de ne pas être joignable n'importe quand, quoi. C'est quelque chose qui me perturbe. Ouais. Même si les enfants sont plus à la maison. Alors, je vais vous poser la sempiternelle question, Laurence. Quelle est la personne la plus importante pour vous? Je sais, Brigitte, que normalement c'est moi. Et normalement, hein, on est d'accord. Je sais. Oui, bon, on est d'accord. On est d'accord, mais visiblement c'est pas vous, hein, puisque vous restez absolument toujours joignable, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ouais. C'est pas facile. Mais oui, mais c'est pas facile. En même temps, vous avez envie de voir vos petits enfants grandir. Ah oui, c'est sûr. Bon, donc il faut peut-être prendre un peu soin de vous. Vous voyez? Oui. En plus, sur les téléphones, à la limite, vous pouvez enlever tout, sauf les modalités d'appel de certaines personnes. Vous pouvez être joignable que par ces numéros-là. Et là, comme ça, vous serez rassuré et vous pourrez décrocher quand même. Parce que j'imagine, vous êtes en train de vous endormir, hein, et puis tout d'un coup, vous entendez un petit bruit parce que votre téléphone vous envoie le signal qu'il y a eu un SMS. Ça y est, vous êtes à nouveau les yeux grands ouverts, j'imagine. Hein? Je regarde, oui, nécessairement. Forcément. Il y a très peu de gens qui savent, quand ils sont en train de s'endormir, ne pas aller regarder parce qu'ils entendent ce petit déclic. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas de fatalité, je crois, avec les questions de sommeil. C'est plus ou moins simple d'arriver à retrouver du sommeil, mais on y arrive, non, en règle générale. Tout à fait, mais surtout dans votre historique à vous, c'est vraiment cette insomnie d'hyper-éveil liée à rester sur un mode sentinelle dans la nuit. Donc tout ce qui va renforcer ça, et le téléphone, par excellence, c'est un vrai stimulateur. Il faut que vous l'arrêtiez, sinon vous ne bougerez pas. Vous continuerez à fonctionner comme ça. Mais peut-être que ça vous convient finalement de fonctionner comme ça. Pas vraiment, parce que je me lève rarement reposée. Vous voyez, donc faudrait peut-être essayer. Même quelle que soit la durée de ma nuit, je me lève rarement reposée. Et est-ce que vous auriez envie de vous réveiller en pleine forme? Ah oui, c'est sûr. Bon, je vais m'y atteler. Promis? Promis. Ok. Promis. Merci Laurence en tout cas. Mais c'est intéressant parce que le témoignage de Laurence montre bien que pour les mères, ça peut être le début d'un problème de sommeil, et que donc il faut à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à consulter à ce moment-là pour retrouver le sommeil. Oui, déjà ça permet, si on commence au début, à être rassuré un peu. Parce que c'est vrai que quand on a par exemple un petit bébé, on ne sait pas sa physiologie, parfois le fait simplement d'en parler avec un médecin ou avec une sage-femme, ça peut déjà désamorcer une angoisse qui maintient l'éveil dans la nuit. On continue avec Sylvie Royan-Parola à l'occasion de la sortie de ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans un instant. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 330. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Le sommeil, une urgence absolue, c'est le titre du livre de notre invitée Sylvie Royan-Parola qui peut répondre à vos questions. Vous avez envie de mieux comprendre pourquoi vous dormez trop, vous dormez mal, vous êtes dérangé par votre conjoint qui lui dort bien ou mal, je ne sais pas. Vous nous appelez et elle pourra vous répondre. Et c'est Sandra qui est avec nous. Bonjour Sandra. Oui, bonjour, merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais je vous en prie, Sandra. Voilà, moi le sommeil, c'est une grande histoire. Ça a commencé comme l'auditrice précédente, pendant la grossesse. À 6 mois de grossesse, moi je suis devenue insomniaque, je dormais plus du tout. Donc ça a été compliqué. Puis, je pense c'est fréquent, ça aussi, le début des insomnies durant la grossesse? Ça peut commencer en fin de grossesse ou après la naissance. Faut avouer que la fin de grossesse, c'est un moment qui est difficile parce que le bébé bouge, il y a un reflux souvent, il peut y avoir un syndrome des jambes sans repos, avec des crampes aussi. Donc du coup, et parfois des apnées. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc s'il y a ça, on peut commencer une expérience qui va être un petit peu marqueuse dans le cadre de ce début de l'insomnie. Oui. Et du coup, après l'accouchement, après mon fils n'a pas fait les nuits, il les a fait très très tard. Et donc je pense que j'étais sur un registre aux aguets. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment la sensation que j'étais tout le temps aux aguets. La nuit, c'était on ne sait jamais, au cas où il se réveille, où je devais interagir avec lui, et ça s'est installé, je pense, au fur et à mesure. Et on fait avec, parce qu'on reprend le travail, et puis on fait. Et jusqu'au jour où là, vraiment, l'insomnie, je dormais plus, mais plus du tout. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, j'en avais parlé au médecin. Donc on avait essayé des médicaments, les somnifères, on a essayé un tas de choses, mais ça n'a pas marché parce que je supportais pas trop bien les médicaments. Et c'est vrai que j'ai retrouvé un sommeil, un temps soit peu, à force, en changeant les habitudes, pas d'écran, et essayer de faire de la méditation, essayer de calmer les choses, de se mettre dans un mode un peu, se préparer au sommeil. Déjà, bravo, parce que vous avez essayé de changer quelque chose, et je crois que depuis 14 heures, on a compris, Sylvie Royan-Parola, qu'il faut déjà changer ses habitudes. Absolument. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai gardé aussi aujourd'hui, parce que faire une nuit complète, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas récupéré une nuit entière, mais si je me lève, ou si je me réveille, je vais me lever, boire un verre d'eau, mais je ne vais pas allumer les écrans, je ne vais pas mettre le cerveau en mode action, j'allume pas les lumières, aucune lumière, parce que de façon à activer le côté réveil complètement. Et du coup, j'essaye de rester au lit en position allongée de façon à ce que mon corps il se dise c'est la nuit. Enfin, c'est peut-être bête ce que on dit là, mais de façon à pas me mettre en mode action. Parce que si je me mets en mode action, j'enclenche un processus où ça va durer 2, 3, 4 heures avant que je retrouve un sommeil. Donc, vous avez tout compris, hein, c'est bien. En fait, si vous voulez, effectivement, la lumière la nuit, même si c'est allumer une lampe, va avoir quand même un rôle éveillant, ça accentue l'éveil, donc on peut mettre plus de temps pour s'endormir. Donc quand il y a des gens qui se lèvent la nuit pour aller lire par exemple, on leur demande de mettre une lumière pas trop forte, et que ce soit une lecture sur un livre et pas un écran. Mais si c'est juste pour aller boire un verre d'eau et que vous pouvez le faire dans le noir, c'est absolument parfait. Oui, et c'est vrai que je me suis instauré ça, c'est un peu une hygiène de vie. Mais parce que je me suis rendu compte, par contre, qu'en vieillissant, je trouve plus compliqué de moins dormir. C'est-à-dire que je dors pas toute une nuit entière, ça c'est une réalité. Mais par contre, si je dors moins que ce que j'ai déjà, c'est compliqué. Là, ça agit directement sur mon système nerveux. Le lendemain, je suis pas bien. Alors que jusqu'à maintenant, je le supportais pas trop mal. Cela étant dit, on sait qu'on a moins besoin de dormir en vieillissant. Hein. Vous en parlez dans votre livre. À la fois, on a effectivement besoin d'un peu moins de sommeil et on a un sommeil plus léger. Donc, en fait, c'est pas qu'on se réveille plus que quand on est jeune, c'est qu'on a plus conscience des éveils qui sont là. Et quand on a conscience des éveils, parfois, on peut alimenter cet éveil ou faire ce que vous disiez tout à l'heure, allumer la lumière, des choses comme ça, qui vont faire que l'éveil, au lieu de durer 2 minutes ou 3 minutes, il va durer 5 minutes, 10 minutes. Et du coup, donner l'impression qu'on a du mal à se rendormir. Ceci étant, tant qu'on se rendort dans la demi-heure, c'est des réveils tout à fait gérables, avec l'âge. Voilà. C'est vrai que moi, aujourd'hui, je trouve que
j'ai réussi à gérer un peu tout ça. Alors après, ça m'arrive de passer une nuit sans dormir. Pour X, des fois, il n'y a pas de raison. Mais je le prends. Je me dis, bon, mais aujourd'hui, c'est un jour sans. Voilà, ou une nuit sans. Mais par contre, je ne vais pas faire la sieste ou quoi que ce soit. Parce que je me dis, si j'essaye de récupérer le temps perdu sur la nuit, après, ça va tout décaler. Donc, je préfère... absolument. Voilà. Donc, je me dis, il faut vraiment garder le rythme. Ça, c'est très important. Et ne pas rajouter du sommeil, que ce soit le matin ou faire une grande sieste. Parce que ce sera du sommeil en moins pour la nuit suivante ou pour les nuits suivantes. Ça, j'ai appris à comprendre. Si j'essaie de récupérer, après finalement ça décalait le soir. Du coup, quand le corps a la sensation de sommeil, il faut le prendre de suite. Donc c'est vrai que maintenant, si à 10h, c'est mon heure, 22h, mais je vais au lit. Tant pis si j'ai pas fini le film, c'est pas grave. Parce que c'est le moment à prendre. C'est le train à prendre là maintenant. Sinon après, j'enclenche un processus où je serai plus facilement insomniaque. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Après. Justement, Sylvie Royan-Parola, c'est mieux de s'endormir toujours à la même heure tous les jours, d'avoir son biorhythme, si on est bien régularisé en termes de rythme, on va avoir vraiment sommeil vraiment dans le quart d'heure près tous les jours à la même heure. Et même chose pour le réveil, on va se réveiller à peu près toujours à la même heure. Maintenant, on n'est pas non plus des horloges suisses. On a une certaine latitude par rapport à ça. Mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que j'ai sommeil ou est-ce que j'ai pas sommeil ? Si on va se coucher sans vraiment avoir sommeil du tout, évidemment, on va avoir un problème d'endormissement. Donc il vaut mieux attendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et sentir quelque chose qui est un des premiers signaux de sommeil pour aller se coucher. Mais en même temps, beaucoup de personnes, malheureusement, sont obligées de faire sonner leur réveil le matin parce qu'ils commencent à des horaires qui sont plus tôt que ce qu'ils aimeraient se lever naturellement, si je puis dire. Donc, il faut calculer, donc remonter dans le temps, si je puis dire, pour voir à quelle heure il faut se coucher. Qu'est-ce que vous conseillez ? Ou alors essayer de se lever un peu plus tard. Non, l'heure du lever va être imposée. Et la subtilité de la chose, c'est que plus l'heure du lever va être régulière, y compris le week-end, plus on va avoir cette synchronisation de nos rythmes qui va être intéressante et que du coup le coucher va de lui-même s'imposer à un moment donné. C'est-à-dire qu'on aura sommeil ou pas à un moment donné. Mais par contre, quand le week-end, par exemple, les gens du soir sont dans cette situation-là, ils ont beaucoup de mal à se lever le matin. Et le week-end, ils vont se décaler. Alors, se décaler, si on se décale d'une heure ou 2 heures, c'est pas un problème pour nos horloges. Mais si on se décolle de 5 heures, 6 heures, ce que certains font, là, c'est un vrai souci. Parce que du coup, on décale tout. Et le lundi soir, impossible d'aller se coucher. Le dimanche soir, ça va être très difficile de s'endormir à une heure raisonnable pour pouvoir se lever le lendemain matin. Oui, donc ils mettent 3 jours pour arriver à récupérer, puis arrive le vendredi et les adolescents font ça très très bien, ils se décalent énormément le week-end et les parents les laissent se décaler beaucoup trop, moyennant quoi après ils sont complètement à côté de la plaque le lundi, le mardi, le mercredi. Oui, ils sont toujours en train d'essayer de se recaler et de se décaler. Oui. Donc ça c'est quand même une information importante à donner. Essayez malgré tout le week-end de ne pas dormir plus qu'une heure ou deux de plus que... D'accord. Et après, moi, j'avais une question. Allez-y, Sandra. C'est vrai que moi, j'ai des problèmes de sommeil, sommeil léger, et c'est vrai que mon fils, du coup, a un sommeil léger. Est-ce que c'est cause à effet, ou est-ce que c'est parce que il a quel âge votre fils ? Maintenant, il a 18 ans, mais pareil, il est quand même sur le qui-vive la nuit. Il entend tout ce qui se passe dans la maison. Même si, il a quand même un sommeil très léger. Et ça, c'est depuis petit. C'est quelque chose. Voilà, c'est vrai que je me suis posé la question, je me dis, est-ce que c'est finalement quelque chose qui est ancré il y a une dimension génétique de différents aspects du sommeil. Alors pour la légèreté, il n'y a pas encore eu d'études de ce style-là, mais il y a par exemple, on sait qu'il y a des familles où un père ou une mère qui sont plutôt du matin, d'autres plutôt du soir, et il y a une composante transmissible, c'est-à-dire qu'on va voir des enfants qui vont piquer un peu plutôt la tendance de la maman ou du papa. Et de même sur la durée de sommeil, vous avez des familles où vous avez des courts dormeurs vraiment, et du coup vous trouverez dans les enfants aussi des courts dormeurs, et parfois très tôt chez les enfants, chez les petits enfants, ce qui les met un petit peu en décalage par rapport aux autres.
Mais ça existe. On dit qu'en règle générale, les hommes sont des plus petits dormeurs que les femmes. Non. Alors c'est une erreur. Alors vous avez raison sur une chose, c'est que la durée de sommeil moyenne chez les femmes au même âge est un peu supérieure, mais il n'y a pas plus de longs dormeurs que chez les hommes et chez les femmes. D'accord. C'est juste la durée moyenne, en tout cas en période d'activité professionnelle, les femmes dorment plus que les hommes. D'accord, c'est ça que je m'étais posé la question, parce que depuis petit, c'est pas un gros dormeur. Déjà à la base, il a un sommeil léger, et c'est vrai que ça perdure, donc je me dis, voilà, est-ce que c'était peut-être... Mais vous avez l'impression que dans la journée, il est parfois un petit peu somnolent, ou il va bien? Du tout. Peut-être qu'il n'a pas besoin de dormir beaucoup. Non, mais c'est la question, parce que petit, c'était pas un gros dormeur déjà à la base. Oui. Donc, je pense que je me suis posé la question, peut-être qu'il s'est ancré comme ça, et c'est vrai qu'il est toujours sur le qui-vive, mais c'est peut-être son fonctionnement aussi. Mais je m'étais posé la question. Mais après, il y a une dimension génétique qui existe, peut-être qu'il a le type de sommeil que vous avez, vous, c'est pas impossible. Bon. Quel est le nombre d'heures minimum qu'il faut dormir? Dans les plus courts dormeurs? Oui. Alors le record, disons, qui a été alors pas estampillé, mais enfin en tout cas observé, c'est 3h30. Ah oui, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Oui, c'était un Australien qui dormait que 3h30 par nuit. Mais vraiment, enfin, il avait besoin de ça, qui allait très bien, et qui avait deux types d'activités. Oui, ce qui peut être le cas pour certaines personnes qui, par exemple, se réveillent vers 5-6 heures du matin tous les jours et qui ont l'impression qu'ils font des insomnies, mais en fait, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de dormir plus. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est une enquête. Parce que parfois, on arrive à c'est rare, hein, on en arrive à cette conclusion que, en fait, monsieur ou madame, vous n'avez pas besoin de beaucoup de sommeil. Et c'est pour ça que vous vous réveillez tôt. Et voilà. Mais c'est les autres qui disent, mais tu dors pas assez, etc. Tu devrais voir, c'est pas normal. Mais bon. Et oui. Bon, eh bien, on continue dans cette deuxième heure avec notre détective Sylvie Royan-Parola, et on vous aide à comprendre où vous en êtes, comment vous arrivez à gérer votre sommeil. Alors, je le rappelle, et vous insistez beaucoup dans ce livre, d'ailleurs le titre le précise bien, Notre sommeil, une urgence absolue. C'est essentiel pour notre santé. Mal dormir, ne pas dormir assez, il y a beaucoup ça donne beaucoup de problèmes de santé. On pourra peut-être d'ailleurs en parler dans cette deuxième heure, si vous le voulez, évidemment. Alors, on va continuer bien sûr après les infos, et puis après les infos également, vous pourrez peut-être me donner la réponse à ma devinette que je vous propose. Qu'est-ce qui fait que Adam et Ève formaient un couple plutôt heureux? Qu'est-ce qui a permis à Adam et Ève d'être plutôt heureux dans leur couple? C'est évidemment de l'humour, hein. Ne cherchez pas une réponse historique, évidemment. Allez, on se retrouve après les infos. Vous êtes petit ou grand dormeur ou insomniaque, quelle est la qualité de votre sommeil? Nous en parlons aujourd'hui avec Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil. Venez témoigner au 0826 300 300. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Merci Sud Radio pour votre diversité dans les échanges. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on continue à vous tenir éveillés grâce à mon invité Sylvie Royan-Parola, psychiatre et médecin du sommeil. Et je rappelle que vous êtes l'autrice de ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors je précise, vous parlez pratiquement de tout ce qui concerne le sommeil, et vous insistez également sur l'importance de bien dormir, parce que c'est un des éléments qui fait partie de notre hygiène de vie pour rester en bonne santé et bien vieillir. Et ça peut se comprendre parce que durant ces quelques heures où on lâche prise, si je puis dire, notre organisme peut se reposer vraiment. Oui, enfin se reposer, et ça veut dire quand même travailler pour tout refaire, tout reconstruire l'homme éveillé. Donc c'est pas juste du repos, c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est en fait un autre état. Il se passe vraiment autre chose. Mais il faut qu'on puisse faire une coupure, mettre un peu ce temps sous bulle pour que ce travail puisse se faire.
Oui, on sait pas exactement parce on n'apprend pas spécialement ça, évidemment, dans la société. Mais quand on dort, on voit bien la respiration se ralentit. Enfin, il y a une sorte de comment dirais-je, d'énergie différente. Hein. Tout à fait. Alors, vous avez réfléchi à ma devinette? Pourquoi Adam et Ève formaient un couple heureux? Non. Aucune idée. Hein. Et ben parce que c'est important, hein, et vous allez comprendre tout de suite, parce que ni l'un ni l'autre n'avait une belle-mère. Et donc ça évite bien des conflits, évidemment, hein, dès qu'il n'y a plus de belle-mère. Alors, on va décoder la petite devise du jour aussi. Pourquoi l'agressivité se déclenche? Il y a 3 déclencheurs de l'agressivité. Il y a la frustration, hein, qui peut déclencher de l'agressivité, et c'est souvent d'ailleurs dû à une impression d'injustice. Il y a l'angoisse qui peut provoquer de l'agressivité, et ça c'est dû à des peurs de l'inconnu, de l'avenir aussi. Et puis il y a cette sensation de ne pas être reconnu par peut-être par son partenaire, hein, par exemple, qui peut aussi provoquer un comportement agressif pour se faire remarquer. Et c'est important de bien comprendre que c'est pas toujours parce qu'on est en colère que l'agressivité se déclenche, et c'est l'intérêt justement de cette petite devise, les 3 déclencheurs de l'agressivité. Et quand on est agressif, c'est difficile de s'endormir, évidemment. Ah, ça c'est très très difficile parce que ça augmente l'éveil et du coup le sommeil va être très très difficile. Mais alors dans un couple, si vous avez un ressentiment par rapport à l'autre, ça peut être une cause de problèmes d'endormissement. Bien sûr, on peut tout à fait l'imaginer. Et d'ailleurs, une dispute, ça ne doit pas aider le couple à s'endormir. Il vaut peut-être mieux faire la paix avant d'aller se coucher. Il vaut mieux. Et ça me paraît évident, oui, en effet. Alors, c'est Charlotte qui nous rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour Brigitte et bonjour Sylvie. Bonjour, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Eh ben nous aussi, on est ravis de vous avoir, Charlotte. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas eu, Brigitte, donc je suis ravie. Je voulais vous parler de mon expérience de sommeil tout au long de ma vie. En fait, j'ai la petite soixantaine, donc retraitée depuis peu. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis dans une phase de sommeil beaucoup plus apaisée. J'ai eu 3 enfants qui ont en 5 ans. Et comme l'ont dit les précédentes personnes, les enfants, ça vous réveille la nuit. Notamment ma fille qui, elle, avait un souci de reflux. Elle toussait beaucoup la nuit et donc j'ai commencé à me lever 3, 4, 5 fois par nuit. Donc c'est là que j'ai réalisé à quel point le sommeil commençait à me manquer parce que je travaillais aussi dans le privé. J'ai un mari qui a déménagé avec moi, bien sûr, mais qui a changé de métier. On a déménagé. Donc j'ai été souvent seule à m'occuper des enfants. Et c'était une période extrêmement stressante. Même si j'y arrivais, je ne me rendais pas compte que je perdais le sommeil. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un sommeil très agité, c'est-à-dire que je vis la nuit. J'ai des rêves, des cauchemars. Quand j'étais plus jeune, je faisais du somnambulisme. Et à une période, tout simplement, si vous voulez, mon mari parfois me demande le matin, « Tu as bien dormi ?» Et je lui dis « Oui, ça va, très bien. » Ah bon, parce que voilà ce qui s'est passé. Et il me raconte ma nuit. Donc vous voyez, j'ai l'impression de bien dormir, mais en fait, il se passe des choses. On n'a pas parlé encore justement du somnambulisme. C'est intéressant justement puisque vous l'évoquez, Charlotte. Alors, le somnambulisme, c'est effectivement un éveil incomplet en sommeil profond. Et donc, on peut déambuler, on peut faire des choses pendant la nuit dans la maison. Parler aussi, j'imagine. Alors oui, on peut aussi rester couché et parler. Mais il y a des gens où ça arrive qui sortent de leur maison, donc ça peut être dangereux parce que ils ne se rendent pas trop compte de ce qui se passe. Et puis quand ils se recouchent, ils se rendorment et le lendemain, surtout, il y a une amnésie complète, on ne se souvient de rien. Et dans ces cas-là, en fait, le somnambulisme n'est pas un élément qui va donner habituellement la sensation d'avoir un sommeil insuffisant, non reposant, etc. Mais par contre, ça peut être très perturbant
pour l'entourage qui observe manifestement des choses, mais qui ne peut pas faire grand-chose, évidemment. Du coup, est-ce qu'il faut réveiller quelqu'un qui fait du somnambulisme, justement ? Non, sauf si... il se met en danger, bien sûr. Voilà, si la personne va vouloir sortir sur le balcon et enjambe le balcon. Oui. Je rigole, c'est pas drôle. Hein. Non, c'est rare, c'est excessivement rare, mais ça peut arriver qu'il y ait des comportements dangereux. Moi, j'ai des patients, un avait marché sur le bord de sa baignoire, évidemment, il est tombé. Un autre s'en est pris à son armoire, une grande armoire, l'armoire est tombée sur lui. Enfin bon, il y a des choses qui peuvent être dangereuses, évidemment. Mais le somnambulisme en soi n'est pas un élément qui est un gros perturbateur du sommeil. Ceci étant, on ne comprend pas exactement... Enfin, on ne sait pas pourquoi ça se déclenche. On sait décrire une crise, mais on ne sait pas pourquoi c'est présent, en dehors du fait qu'on peut reproduire une crise chez quelqu'un qui a tendance à ça, en le réveillant en sommeil profond. Enfin, on le secoue alors qu'il est en sommeil profond, et il va faire un épisode de somnambulisme, c'est-à-dire avec une amnésie complète le lendemain. C'est très fréquent chez l'enfant. Et chez les petits enfants jusqu'à 10 ans, entre 8 et 10 ans, vous avez vraiment chez les garçons surtout, des accès de somnambulisme. Après, ça a tendance à s'estomper et devenir quelque chose qui est ponctuel chez l'adulte. Mais certaines personnes font plusieurs accès par semaine et du coup, ça fait parler toute la famille. Et c'est très décontenançant pour la personne elle-même parce qu'elle n'est pas au courant en fait de ce qui se passe. Oui, et puis elle n'a aucun moyen de changer ça. Mais ce qui est important pour vous, madame, c'est que vous êtes en forme le lendemain. Donc c'est ça qui est bien. Et il n'y a pas nécessité à consulter dans ce contexte-là. Oui, Charlotte, vous êtes toujours avec nous ? Allez-y, oui, je vous en prie. Oui, très bien, allez-y. D'accord. Par contre, j'ai eu une période extrêmement stressante au travail pendant les 5 dernières années qui m'ont conduite à un burn-out, mais je sais pourquoi aujourd'hui avec le recul, puisque je manquais énormément de sommeil à cause de la ménopause. Je me réveillais à 2-3 heures du matin, je me rendormais à 6h30, vous voyez, vous vous levez à 7h, vous repartez prendre le métro à Paris. C'est des nuits qui ne sont même pas des nuits. C'est des siestes. Et donc, j'étais allée voir le service des ressources humaines à un moment donné, tellement que j'étais désespérée, car je n'arrivais plus à dormir, je n'avais pas assez de sommeil, et je demandais si je pouvais travailler de chez moi à ce moment-là. On m'a répondu, ben non, comment j'aurais fait si les autres demandent. Bon, elle n'avait pas le même âge que moi. Hein. Aujourd'hui, je sais que c'est une question qui est soulevée dans les entreprises, et ça, c'est vraiment bien. Car nous, les femmes, quand on a la ménopause, pas toutes, il y a ménopause et ménopause, mais pour certaines, c'est un véritable handicap. Et moi, j'ai cumulé énormément de manque de sommeil qui m'ont drivé à ce burn-out. Et pour vous dire, quand vous dites ça peut être dangereux les moments de la nuit, moi j'ai eu un épisode où je me suis levée sur mon lit, je suis tombée de tout mon long et je me suis fêlé les côtes. J'ai dû partir aux urgences parce que voilà. Et le gars des urgences m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait, madame? Je dis, je suis tombée du lit. En plein sommeil, vous voyez, ça m'était arrivé là, à ce moment-là. Donc c'est des périodes qui sont extrêmement stressantes pour nous les femmes. J'avais un travail stressant, j'étais cadre commercial, et donc ça me demandait énormément d'énergie physique et mentale. Et ça, je le ressentais dans la nuit, dans mes cauchemars. Je rêvais en permanence que je m'enterrais vivante, que j'étais, que je glissais. Ça, c'est plus du somnambulisme, là. Vous avez du somnambulisme terreur, c'est différent. Mais tout ça, ça venait dans le sommeil. Vous voyez, alors c'est vrai que le matin, vous vous réveillez, vous dites waouh, encore ce rêve, et le soir, enfin, c'est même presque un cauchemar, évidemment, et c'est autre chose. Bon, en tout cas, on est ravis de se voir que tout ça s'est arrangé, Charlotte, et merci de votre témoignage. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous pouvez vous aussi nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite.
Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous continuons à parler du sommeil avec Sylvie Royan-Parola à l'occasion de ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue aux éditions Odile Jacob. Et nous retrouvons Catherine. Alors moi, je vais finir par croire que c'est surtout les femmes qui dorment mal, mais c'est pas vrai. Je crois que les hommes aussi, mais peut-être ils n'osent pas appeler. Dépêchez-vous, il reste une bonne demi-heure encore pour nous rejoindre, messieurs. Catherine, merci d'être avec nous en tout cas. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Je suis heureuse, c'est la première fois que je passe à l'antenne. Je vous écoute tous les jours. Là, je suis au travail actuellement et voilà. Merci. Vous êtes quelqu'un de profondément inspirant pour moi, en tout cas. Voilà. Et alors moi, j'ai une relation un peu particulière au sommeil qui a évolué tout au long de ma vie. J'ai 61 ans. J'avais une relation très obsessionnelle au sommeil pendant quand j'étais mariée, que j'ai eu mes enfants, j'ai 2 enfants, et quand il était jeune, parce que mon mari étant militaire et qu'il était d'active et très souvent absent puisqu'il était souvent en opération à l'extérieur, à l'étranger, donc moi je me retrouvais seule à la maison et donc il y avait une espèce de vigilance tout le temps, j'étais dans la vigilance d'être présente auprès de mes enfants et donc et surtout la nuit. Mais comme je ne travaillais pas, j'avais des plages de repos dans la journée. Donc ça allait quand même. Et ensuite, ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est que j'ai une sclérose en plaques. Quand on m'a annoncé le diagnostic de la sclérose en plaques, ça a été ça a été le coup de tonnerre dans le ciel de ma vie que je croyais plutôt serein, mais bon. Et donc là, tout s'est déchaîné, c'est-à-dire que là, mon sommeil s'est complètement déréglé. Donc je dormais très peu, mais c'était pas si, comment vous dire, ça ne désorganisait pas ma vie. Et après, mais par contre, moi, ce que je me disais, je dis bon, tu as cette maladie qui va t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Donc, pour moi, le sommeil faisant partie quand même d'un des 4 piliers pour moi fondamentaux pour rester en santé, enfin ou tout au moins la maintenir. Je m'étais dit bon, le sommeil c'est un problème pour moi parce que sur les autres j'arrive, l'alimentation, le reste c'est quelque chose sur lesquels je suis assez je m'en occupe en tout cas, mais le sommeil c'est compliqué, voilà. Et donc ça a perduré comme ça. Et après j'ai eu un cancer du sein il y a 2 ans et demi, et donc rebelote. Et à partir de là, je n'ai pas de problème d'endormissement. Je m'endors très vite et très bien. C'est-à-dire que moi, je capte les premiers signaux du sommeil. Quand je commence à avoir les yeux qui tombent, qui sont lourds, je vais me coucher. Voilà, quelle que soit l'heure. Ça peut être 8 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 9 heures. Bon, voilà. Donc, je vais me coucher et je m'endors. Mais par contre, je me réveille systématiquement vers 3 heures du matin. Mais je pense que j'ai atteint aujourd'hui, comment dire, je ne me sens pas en dette de sommeil parce que j'ai de l'énergie, je ne me réveille pas fatiguée. Là, je suis au travail actuellement, donc là, ce matin, je me suis levée à 2 heures. Bon. Moi, je ne sais pas rester au lit, donc quand j'essaie de me rendormir. Mais ce qui est intéressant, Catherine, c'est que vous vous couchez très tôt, visiblement, donc peut-être que vous avez besoin de très peu dormir, si vous vous sentez en forme. C'est ce que je me dis, donc moi, mon rythme, bon, je vis seule, donc il est évident que là, ce matin, je me suis levée à 1 heure du matin. Bon, là, ça faisait un peu. Mais, et je démarre ma journée, et voilà. Et vous vous couchez à quelle heure? Vous êtes couché à quelle heure Hier soir, je me suis à 10 heures. Bon, là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup dormi. Mais ça n'est pas grave parce que je sais que ce soir, je vais certainement récupérer. Enfin, je ne me pose pas la question. C'est-à-dire que là, c'est un peu exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi. À 1 heure, j'étais réveillée. Donc, j'ai traîné jusqu'à 2 heures et je me suis levée. Et j'ai démarré ma journée chez moi jusqu'à ce que j'aille au travail. Je travaille à 9 heures du matin. À 9 heures. Et vous faites des siestes? Ah non, surtout pas. Pourquoi surtout pas?
Je dis surtout pas parce que je ne veux pas désorganiser après mon coucher. C'est-à-dire que si je me dis que si je fais une sieste, je vais avoir du mal après à me coucher. Je vais me coucher forcément tard. Et ça va dérégler votre rythme, oui. Oui, mais donc il y a de fortes chances ce soir qu'à 9h du soir, vous ayez les yeux qui piquent et que vous puissiez aller vous endormir. Tout à fait. Mais donc vous êtes plutôt en forme dans la journée, vous faites tout votre travail correctement, et vous avez ce rythme qui est certes original, mais avec une qualité de vie le lendemain qui est bonne. Tout à fait. Alors c'est pour ça que je voulais apporter ce témoignage qui pour moi, moi je n'ai pas de problème avec ça parce que je me sens bien dans ma vie. Je ne me sens pas, je n'ai pas de fatigue qui s'installe. Oui, vous n'avez pas des moments dans la journée, par exemple, vers 3h, 4h de l'après-midi, où tout d'un coup vous avez envie de dormir. Oui, donc vous avez vous dormez visiblement suffisamment. Donc c'est ce que je me dis. La question que je voulais poser, c'est que j'ai certainement mon quota d'heures de sommeil qui me convient. Et en plus, et puis j'ai un travail quand même qui m'occupe parce que je travaille 10 heures par jour et j'ai un travail un peu physique, mais ça n'impacte pas en fait mes journées de travail et donc pour moi c'est voilà. Et puis je ne me pose pas la question de me dire, je ne me la pose plus. Je me la suis posée longtemps quand j'ai eu, parce que moi la SEP maintenant ça va faire 16 ans qu'elle est ma colocataire. Mais alors quand elle se manifeste, alors il est bien évident, j'ai la chance de travailler pour des particuliers, je suis salariée chez des particuliers. Donc quand j'ai des manifestations physiques de la SEP, je m'arrête. J'ai la chance de pouvoir faire ça puisque donc je m'arrête, je prends des temps, donc je m'assieds parce que mes jambes me font, parce que j'ai des problèmes neuropathiques, des sensations de décharge électrique dans les jambes ou de la spasticité. Donc je m'arrête, j'attends que ça passe. Et puis je reprends mon activité, voilà. Mais votre témoignage est important parce que il y a certainement des personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être le même problème. Non, c'est pas un problème visiblement. Et donc c'est le même type de sommeil. C'est rassurant parce que ça montre bien que il y a pas de normes, quoi. Non, mais c'est effectivement le sommeil, c'est fait pour réparer la journée. Donc si on se sent en forme dans la journée, c'est que le sommeil, il a fait son job. Donc là, quel qu'il soit. C'est pas le problème de se lever tôt, c'est le problème si dans la journée on a des moments où on a l'impression qu'on aimerait bien pouvoir se... Voilà, si on est en train de lutter contre l'envie de dormir, c'est qu'il y a eu une insuffisance de sommeil. Et ça va pas. Et puis après, on a des difficultés pour réfléchir, pour aligner un peu les idées, je précise aussi ce qui est important qu'on n'a pas dit depuis le début, comme je sais qu'il y a des gens qui sont en voiture qui nous écoutent. Attention, parce que l'endormissement au volant est très très anxiogène parce que ça peut provoquer des accidents. Et ça peut arriver quand on a justement des problèmes de sommeil. Tout à fait. Si on dort insuffisamment ou si on a certaines maladies liées au sommeil, il peut y avoir une somnolence dans la journée et notamment elle peut être très sérieuse et très embêtante quand ça survient au volant. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Sexo Conseil. On va parler du préservatif qui craque dans un instant. Vendredi, nous parlerons du divorce avec l'écrivaine Eliette Abécassis à l'occasion de la parution de son roman Divorce à la française. Vous avez vécu un divorce difficile ou douloureux? Venez nous en parler et appelez dès aujourd'hui au 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. On va revenir dans un instant sur le sommeil, mais d'abord, je voulais revenir sur ce préservatif qui craque. C'est justement mardi, nous avions une auditrice qui s'est retrouvée enceinte à cause d'un préservatif qui craque. Donc, je voulais juste revenir sur ce Sexo Conseil parce que c'est important. C'est pas un excellent moyen de contraception, notamment auprès des très jeunes femmes, parce que en effet,
dans 90% des cas, lorsqu'il y a une femme qui se retrouve enceinte à cause du préservatif, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise manipulation. Alors je rappelle qu'on n'ouvre pas un sachet de préservatif avec les dents ou avec les ongles, parce que justement on peut légèrement abîmer le latex. Si vous l'avez gardé des mois, voire des années caché dans votre portefeuille, il est peut-être temps de le jeter et d'en acheter un autre en pharmacie. Et souvent, c'est aussi parce qu'on n'utilise pas le bon lubrifiant ou pas assez de lubrifiant. L'idéal, je le rappelle, c'est le lubrifiant à base d'eau. Et puis, parfois, le préservatif n'est pas très bien mis dès le départ, c'est-à-dire pas assez bien déroulé ou pas tout à fait à la bonne taille. Ça, c'est quand même assez rare parce qu'un préservatif de taille normale, ça peut aller sur des pénis largement supérieurs à la table moyenne. Donc tout ça est important à comprendre. Enfin, rappelons que lorsque le rapport est très long, il est peut-être nécessaire de changer de préservatif. De même, lorsqu'on change beaucoup de position, il peut y avoir un moment où il y a une petite baisse d'érection, ce qui fait que le préservatif ne sera plus tout à fait apte à faire son rôle. Voilà, donc pensez à tout ça, c'est bien, hein, c'est un moyen de contraception et c'est surtout le moyen idéal pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, mais il y a quand même une bonne utilisation qui est nécessaire. On revient sur le sommeil avec vous, Sylvie Royan-Parola, et avec Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Pierre. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Moi, je vais rebondir sur ce que vous disiez juste avant la pause. En fait, j'ai été victime d'apnée du sommeil. Donc, j'étais en très forte apnée. J'avais 84 apnées par heure. Ah oui. Et dans ces 84, il y avait des apnées qui duraient jusqu'à 1 minute 9. Donc, je ne dormais pas, je ne respirais plus. Et vous ne le saviez pas. Vous n'étiez pas au courant. Non. Ce qu'il y a eu, c'est que j'étais sur la route l'après-midi, j'étais somnolent, mais je me disais cette route je la connais par cœur, c'est normal. Jusqu'à un jour où j'étais au téléphone avec un client et là je me suis endormi en train de lui expliquer quelque chose. Là j'ai dit il y a quelque chose qui va pas. Je suis allé chez mon médecin m'a fait les examens et m'a dit vous allez tout de suite chez l'ORL voir faire des examens et mettre le Baxter avec pour les tests de nuit et donc là l'ORL m'a dit mais vous êtes équipé directement, vous êtes trop haut. Et j'aurais pu me tuer sur la route en fait. Oui, et aujourd'hui, je pensais pas à ça. Alors c'est important votre témoignage parce que beaucoup d'hommes, de femmes aussi, mais je crois que c'est surtout les hommes qui font de l'apnée du sommeil. Avant la ménopause, oui. Après non, les femmes sont pareilles que les hommes. Quels sont les indices qui laissent penser qu'on peut peut-être faire de l'apnée du sommeil et donc avoir un mauvais sommeil et avoir de la somnolence, notamment en conduisant? Alors les signes des apnées du sommeil, les signes cliniques chez l'homme et chez la femme ne sont pas les mêmes. Chez l'homme, c'est essentiellement un ronflement avec une respiration irrégulière en dormant, une transpiration importante et puis une fatigue le lendemain avec bien sûr une somnolence, mais parfois ça n'existe pas la somnolence, c'est juste une fatigue. Mais quand il y a des épisodes de somnolence comme ça associés à un ronflement important, c'est assez significatif comme signe. Il peut y avoir déjà des problèmes cardiovasculaires, notamment une hypertension, ou bien avoir fait un petit incident coronaire, notamment. Chez les femmes, par contre, il n'y a pas souvent le ronflement. C'est un ronflement très modeste, mais le sommeil est fractionné avec souvent des maux de tête le matin. Et une fatigue importante dans la journée, avec là aussi des possibilités de somnolence. Et du coup, c'est beaucoup plus subtil pour mettre en évidence le syndrome d'apnée chez la femme, mais il faut y penser quand quelqu'un n'a jamais eu de problème auparavant et que ça survient après la ménopause avec des maux de tête vraiment présentes le matin et une fatigue qu'on n'explique pas alors qu'on a l'impression d'avoir dormi, même si la fin de nuit est un petit peu perturbée, ce qui est souvent le cas dans ces cas-là. Et il faut savoir évidemment que on peut mourir quand on fait des apnées importantes d'un arrêt cardiaque. Oui, mais alors on meurt pas d'une apnée, on meurt parce que ça entraîne
des processus, notamment au niveau cardiaque, qui font que le cœur fait beaucoup plus d'efforts et ça génère à la fois plus de dépôts au niveau des artères, etc. Donc il y a plus de risque d'infarctus et effectivement, du coup, si quelqu'un n'est pas traité, il va avoir toute l'évolution de la maladie cardiaque et souvent des accidents graves. Mais il peut aussi y avoir des accidents vasculaires cérébraux qui sont beaucoup plus subtils et notamment chez la femme, c'est des choses qu'on voit. Vers l'âge de 65-70 ans, un accident vasculaire cérébral qui va révéler un syndrome d'apnée qui était là déjà depuis une quinzaine d'années. Voilà, donc merci Pierre de votre appel parce que ça donne des informations à tous ceux qui nous écoutent. Et si vous dormez avec quelqu'un qui justement a l'air d'avoir du mal à reprendre sa respiration la nuit, c'est signe... Il faut vraiment le prévenir parce qu'effectivement soi-même on ne s'entend pas nécessairement ronfler et parfois les épouses disent mais c'est épouvantable, il fait des reprises respiratoires après de longs arrêts, surtout vous si vous aviez des apnées d'une minute et quelques, c'est impressionnant pour celui ou celle qui dort à côté. Chantal est avec nous maintenant. Bonjour Chantal. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour. Alors comme d'autres auditrices, j'ai perdu le sommeil à la naissance de mes enfants, il y a pas mal de temps, parce que j'ai 63 ans et j'ai 4 enfants. Alors moi je vais ajouter ça dans tous les paramètres qui font que c'est pas si simple d'être maman. Je vais rajouter ce problème parce que visiblement on n'en parle jamais, mais c'est quand même très très souvent. Ouais. Et donc, c'est un immense sujet dans ma vie. J'avoue que je donnerais tout pour retrouver un sommeil naturel et réparateur, parce que la seule solution que j'ai trouvée, sinon, si je n'ai pas dormi, je suis invivable, bonne à rien, pas le moral, pas d'énergie, etc. Et je prends des somnifères depuis 20 ans, quasiment toutes les nuits. Et je les supporte très bien. Avant d'être maman, vous aviez besoin de dormir beaucoup, sans doute, non ? Oui, le paradoxe, c'est que j'ai besoin de pas mal de sommeil. Et j'ai eu quelques troubles du sommeil adolescente. Voilà, la veille d'examen, de choses comme ça, mais même avec un peu des terreurs nocturnes quand j'étais assez jeune, mais c'était très très ponctuel. Mais alors là, maintenant, ça devient vraiment presque une fixation. Je ne ressens quasiment jamais le besoin de sommeil, c'est très rare. Donc, je dois me mettre dans mon lit longtemps avant de m'endormir, lire, etc. Surtout pas regarder les écrans. Ça, j'ai éliminé complètement, même la télévision, parce que je me rends compte que ça me coupe complètement l'arrivée du sommeil. Mais je m'inquiète par rapport aux somnifères, parce que tout le monde me dit tu vas perdre la boule, tu vas perdre la mémoire. C'est pas bon du tout, je le sais, mais je choisis entre la peste et le choléra en fait. Oui, mais alors vous savez, l'insomnie, elle évolue au cours de la vie. Et en fait, il y a des moments où on va pouvoir intervenir différemment. Mais c'est un vrai travail. D'abord, il faut que vous ayez envie d'arrêter. C'est un peu comme la cigarette, les somnifères. Donc du coup, il faut être accompagné d'abord. Il faut choisir le moment. Et puis ensuite, quand on fait un sevrage, parce que je pense que vous devriez pouvoir arriver au moins à diminuer, peut-être même à arrêter, il faut être vraiment le faire avec un médecin et le faire tout doucement. Moi, il y a des patients pour lesquels on met 1 an. Mais le plus souvent, c'est quand même en 3 mois, mais enfin 2-3 mois. Mais bon, il faut pas brusquer les choses. On arrive toujours à baisser un petit peu, mais il faut parallèlement modifier aussi ses habitudes de sommeil. Là, dans ce que vous dites, finalement, vous vous couchez très tôt pour préparer, comme vous dites, votre endormissement. Et du coup, je suis sûre que vous devez passer 10 heures à peu près ou 9 heures au lit alors que vous dormez c'est possible. 7 heures. Oui. Voilà. Ouais, je dors 6 heures, 7 heures. Oui, et du coup, en fait, en faisant ça, vous pensez que vous préparez les choses et en fait, vous entretenez les choses, ce qui est plus subtil. Donc, vous avez sans doute raison, mais j'ai fait déjà une polysomnographie, j'ai vu un médecin du sommeil, j'en ai fait même 2, et d'ailleurs, je fais des apnées du sommeil aussi. Ils ont essayé de m'équiper,
ça n'a absolument pas fonctionné. Enfin, je m'endors pas sans machine. Alors vous imaginez bien qu'avec une machine, c'est encore pire. Mais j'ai une orthèse d'avancée mandibulaire et mon mari dit que c'est pas mal, que je gonfle même moins. Est-ce que vous aviez un index d'apnée important? Oui, j'en faisais une vingtaine. Je me souviens plus très bien, mais je me souviens plus du nombre, mais il m'avait alerté en tout cas, le médecin. L'orthèse, c'est très bien, c'est mieux que la machine pour cet index, pour cet index-là en tout cas. Ouais, c'était déjà plus sexy parce que mon mari n'était pas du tout emballé à l'idée que je sois équipée de la machine à pression positive. Et alors, je voulais ajouter quelque chose, c'est que j'ai 3 sœurs, un frère, un papa et une maman. Ma mère et mes sœurs sont insomniaques et mon père et mon frère dorment comme des bébés. Alors vous savez qu'il y a souvent une dimension génétique dans les apnées, donc ça m'étonnerait que vos sœurs ou votre père et votre mère n'aient pas d'apnée. Enfin, il doit bien y en avoir un ou deux là-dedans qui ont... Ah voilà, c'est ça. Mon père est équipé et mon frère est équipé également d'une orthèse. D'accord. Mais je sais pas quel type de travail. Peut-être que tout le monde s'est focalisé sur vos apnées et n'a pas vraiment travaillé avec vous sur votre insomnie. Je pense qu'il y a des... Non, j'aimerais bien trouver quelqu'un de compétent effectivement pour m'accompagner, parce que je me rends bien compte que toute seule c'est difficile. Et puis ça embarque un peu le couple, etc. Parce que je sais que ça va certainement engendrer des fatigues, des sautes d'humeur, des choses comme ça. Il faut que l'autre soit partant aussi. Oui. Écoutez Chantal, si vous avez appelé, c'est que quelque part vous êtes peut-être prête à modifier un petit peu quelque chose, et comme l'a dit Sylvie Royan-Parola, peut-être déjà voir comment vous pouvez éviter de rester 10 heures allongé, si je puis dire, pour dormir 7 heures, si j'ai bien compris, c'est un peu ça que vous avez donné comme message, Sylvie. Et puis moi comme je rappelle souvent, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Peut-être qu'il est temps de voir comment vous pouvez réduire un peu les somnifères. Après tout... J'y pense beaucoup et il y a peut-être quelque chose qui va arriver et qui va m'inciter. Vous allez y arriver. Merci en tout cas, Chantal. Merci à vous. Non, merci à vous. On fait une petite pause et on va conclure dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Vous voulez laisser un message, proposer un sujet qui vous tient à cœur, ajouter un commentaire ou poser une question? Le répondeur de l'émission est là pour vous. Appelez-nous au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous allons conclure cette émission sur le sommeil, et je crois qu'on a donné beaucoup d'informations, mais si vous n'avez peut-être pas eu la réponse à votre question, vous la trouverez forcément dans ce livre, Notre sommeil, une urgence absolue, aux éditions Odile Jacob, qui est donc écrit par mon invitée Sylvie Royan-Parola, qui est psychiatre et médecin du sommeil. On va conclure avec vous, Catherine. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis ravie de participer. Alors j'ai écouté quand même depuis le début, il y a presque tout qui a été dit pour moi en fait, me concernant. Donc je suis ravie parce que je me suis retrouvée dans ces femmes qui perdent le sommeil suite à une maternité, la naissance des enfants. Et voilà, on y est. Ouais. Mais bon, je suis contente de ne pas être la seule. Ensuite, j'ai divorcé, donc j'ai habité seule dans une maison, donc voilà. Ensuite, j'ai une spondylarthrite, donc j'avais des douleurs la nuit. Et ce qui fait que, voilà, en fait, la nuit, je suis toujours en mode veille, sommeil très léger. Et le matin, quand je me réveille, j'ai vraiment l'impression de pas... Enfin, je me réveille très facilement. Et de pas du tout avoir dormi. Je me suis réveillée plusieurs fois. Il peut m'arriver d'avoir des angoisses, des ruminations. Donc maintenant, j'essaye de me focaliser sur le sommeil et de pas partir dans ses pensées. Alors, excusez-moi, je vous coupe, mais j'ai envie de poser une question à Sylvie Royan-Parola qui va certainement intéresser beaucoup de gens. On entend quand même depuis le début de l'émission des personnes qui, à cause de ce sommeil non réparateur, sont plus angoissées. Est-ce que c'est en effet quelque chose qui est logique, qui parle de psychisme? Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne dort pas ou si on dort insuffisamment,
il y a une augmentation de l'angoisse, enfin de l'anxiété en tout cas, pouvant aller jusqu'à de l'angoisse chez certaines personnes. Et à l'inverse, l'anxiété et l'angoisse va aussi entraîner des troubles du sommeil. Donc il y a un cercle vicieux, toujours, il y a une dualité avec passage de l'un à l'autre et renforcement de l'un à l'autre. Donc effectivement, il faut, quand il y a de l'angoisse, il faut aussi traiter l'angoisse en tant que telle. Et alors continuez. Oui, alors le fait de, moi dans ces cas-là, je me dis écoute ta respiration, concentre-toi sur ta respiration, pour pas partir dans des pensées. Mais et en fait, moi, j'ai une bonne nuit quand je me suis réveillée plusieurs fois, mais j'ai réussi à m'endormir tout de suite. Pour moi, ça n'existe plus une nuit où je me réveille pas. Okay. Et alors quand vraiment je suis fatiguée, je m'accorde une sieste. Et là, c'est le bonheur absolu. Parce qu'alors là, j'ai vraiment un sommeil lourd, profond, vous savez, où j'arrive pas à ouvrir les yeux, me réveiller. Et vous faites une sieste qui dure combien de temps ? Qui dure 1 heure, quoi. Ah oui, donc c'est pas... vraiment quand je suis... Mais moi, pour le coup, j'avais été voir un médecin qui m'avait dit... donc ça fait combien de temps que vous dormez pas ? Ben voilà, ça fait plus de 10 ans. Et il m'avait dit, mais pourquoi vous venez que maintenant ? Et il m'a dit, maintenant c'est trop tard, parce que votre cerveau a pris cette habitude, ce réflexe, et c'est quasiment impossible de le changer. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Non, alors vous non, voilà. Catherine. Okay. Enfin, pourquoi ce serait trop tard On est malléable. Ce qu'on peut déclencher, on peut arriver à le réinhiber. Donc non. Alors, ce qui est certain, c'est que mais ce qu'il aurait dû. Enfin, c'est toujours plus compliqué de changer un comportement quand on a depuis 10 ans pris l'habitude de faire comme ça. Mais c'est jamais impossible de changer de comportement. Faut-il en avoir réellement envie ? Et vous semblez être motivée, Catherine. Non, je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Là, c'est bon. Ok, donc c'est possible en tout cas. Je suis ravie de l'entendre. C'est possible. Vous parliez de votre angoisse dans la maison. Vous aviez peur. Vous vous sentiez pas en sécurité ? Oui, parce qu'en fait, je me disais, s'il arrive quelque chose, il n'y a que moi qui peux entendre le moindre bruit. Et donc en fait, c'est comme si je suis aux aguets toute la nuit, en fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Avoir compris. Il existe quand même des systèmes d'alarme maintenant qui pourraient peut-être vous sécuriser. Enfin, je sais pas. Tout dépend de votre angoisse. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont et ça vient souvent de l'enfance d'ailleurs, qui sont moins en sécurité que d'autres. Et il me semble évident que lorsqu'on a pas ce sentiment de sécurité au moment où on s'endort, forcément la tour de contrôle reste là. Là, il y a visiblement une insécurité par rapport à la nuit. Par rapport à la nuit, par rapport à la solitude, des choses comme ça. Et peut-être l'abandon au sens de la peur d'être seul, quoi. Et là, et vous dormez bien en sieste. Et la sieste, c'est justement pendant le jour, etc. Oui. Donc il y a... Et sur le canapé. Voilà. Il y a peut-être un travail quand même à faire là sur quelle est la représentation que vous avez vraiment de la nuit. Quel est le monstre qui pourrait venir la nuit vous agresser, Catherine ? Des vieilles peurs infantiles. Mais après, vous parliez de respiration. Il y a des techniques respiratoires qui aident beaucoup, en effet, pour se rendormir. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui sont pas mal faits. Et pour pouvoir apprendre les techniques, si on est vraiment tout seul, ou sinon il y a des gens qui peuvent aider, des relaxologues qui peuvent vous aider à apprendre ce genre de techniques. C'est pas mal aussi. Est-ce que vous pensez que ce sommeil extrêmement profond que j'ai l'après-midi, c'est possible de le retrouver la nuit ? Ou c'est trop ambitieux ? Oui, mais non, c'est probablement possible, mais c'est que par rapport à la nuit, vous avez instauré quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience qui va générer de l'angoisse et de l'éveil. Donc pourquoi, je ne sais pas. Comme si dans votre cerveau, s'il y a un danger qui peut arriver, c'est forcément la nuit, c'est pas pendant que vous faites la sieste. Oui. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Donc c'est là où il faut encore une fois mener une petite enquête. Toujours l'enquête. Quel est le monstre nocturne qui ne vient que la nuit, quand vous dormez, quand le soleil se couche
Voilà, mais je crois que c'est quand même une chose qu'il faut peut-être, pour conclure, rappeler, c'est que nous sommes des êtres pensants et parfois nos pensées nous font du bien et nous aident à avancer et aller mieux, et parfois nos pensées se retournent contre nous et l'angoisse, c'est quelque chose de très humain. Je ne sais pas s'il y a énormément d'angoisse chez l'animal. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des problèmes d'insomnie chez l'animal? Certainement beaucoup moins que chez l'humain. Ils sont sensibles en tout cas à la pleine lune, les animaux. Enfin, si vous qui avez des chiens, regardez. Quand il y a la pleine lune, il s'agit de la nuit. Ils se réveillent très facilement au moindre bruit. Oui. Oui. Oh vous avez pas les miens, hein, Catherine. Les miens, ils dorment bien. Mais peut-être que vous n'avez pas encore compris, Catherine, que les chiens sont pires que les enfants. C'est des éponges encore pires que les enfants. Et si vous ne dormez pas très bien la nuit, ils dorment peut-être pas très bien non plus la nuit, vos chiens. C'est peut-être ça le problème. Bah oui. Mon chat me réveille toutes les nuits aussi. Ah oui, c'est marrant ça. Ah oui, mais ça, il faut peut-être faire quelque chose, parce que si vous dormez mal et que vous avez un chien dans votre lit, ça va pas le faire là. Oui. Non, maintenant c'est dehors. Ah bon. Non, mais Catherine, vous pouvez faire avancer les choses, mais encore une fois, une petite enquête. Et de prendre quelque chose pour ces angoisses, du Lexomil ou... Ça aiderait. Ponctuellement, oui, mais là, clairement, si c'est quelque chose de régulier, c'est pas ça qui va vous aider. C'est vraiment d'essayer déjà de comprendre d'où viennent les angoisses, d'arriver à trouver des moyens qui sont sur base de méditation, relaxation, respiration, pour pour voir si vous arrivez à les contrôler comme ça. Et sinon, les médicaments, c'est vraiment quand on est complètement débordé ou vraiment ponctuellement. Et puis j'ajouterais, ça peut marcher parfois chez certaines personnes quand on a un petit peu on va dire de spiritualité, ou en tout cas de croyance dans des choses qui sont un petit peu surnaturelles. On peut se mettre des sortes de gardes de gardiens du sommeil qui vont nous permettre de chasser les mauvais esprits. Voilà. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas, mais pour certaines personnes, ça peut parfois fonctionner. On sait que le chamanisme par exemple, a ces rituels-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, Sylvie Royan-Parola. C'est évidemment pas très médical, mais... Non, ni ayant beaucoup de force de preuve dans les trucs scientifiques, mais enfin, tout ce qui peut rassurer est un élément intéressant par rapport au sommeil. Voilà, donc peut-être mettez-vous une peluche panthère noire qui va veiller et qui va chasser vos monstres, Catherine. Voilà, bon, merci en tout cas Sylvie Royan-Parola. Je crois qu'on a donné beaucoup d'informations et surtout je voulais vous inviter, parce que je sais à quel point le sommeil est un élément essentiel pour notre santé, certes, mais également pour notre bien-être, et on l'a bien entendu avec tous les témoignages. Donc merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Notre sommeil, une urgence absolue. C'est aux éditions Odile Jacob. Demain, on sera avec Eliette Abécassis qui vient d'écrire un roman sur le divorce, et ça m'a donné envie justement d'aborder ce sujet demain. Voilà aussi un sujet terriblement angoissant, mais il faut aussi évidemment en parler. On en parlera donc demain. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. À demain. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.